vous allez bien. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anne-Caroline Fray, qui a un concept d'hôtellerie absolument exceptionnel. Donc, je vais la laisser se présenter et présenter ce beau projet. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Oui, j'ai un projet qui est assez atypique et en particulier, j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment un hôtel, mais d'avoir plutôt construit un lieu d'expérience. Donc l'idée, c'est de proposer à des plutôt citadins de découvrir les bienfaits de la nature sur le corps et l'esprit au travers d'une expérience en immersion la plus totale possible dans une forêt. Donc ça consiste en 18 lodges pour se reposer et pour dormir la nuit qui sont perchés à 4 mètres de hauteur dans les houppiers des arbres. 18 lodges qui ont été, pour prolonger l'expérience, chacun signé de la main d'un artiste contemporain. Donc ils sont tous construits de la même façon à 4 mètres de hauteur avec chacun un lit king size, une grande salle de bain avec une douche à l'italienne, une terrasse immersive avec un jacuzzi qui est chauffé à 37 degrés, qui est la température du corps pour pouvoir s'y plonger été comme hiver et avoir des bons échanges entre locaux. Et donc ces 18 lodges sont répartis au cœur de la forêt qui, elle, est vraiment restée brute et sauvage. L'idée étant derrière ça de profiter et de vivre surtout au rythme de la nature. Donc se réveiller avec la lumière du jour, se coucher en même temps que les chouettes et les oiseaux et ou les grenouilles qui arrêtent de chanter, etc. Magnifique. Et quelle est l'origine de ce projet justement? Parce qu'il est assez atypique quand même. Ce projet, c'est un peu l'histoire de ma vie où j'ai souvent, je suis passée de la working girl parisienne très, très amateur d'art, de culture, de recevoir, de sorties, etc., à la nature brute et sauvage et profonde avec un second mari qui a été élevé dans des champs avec comme meilleur ami un faisan. Donc moi, dans notre vie commune, j'ai apporté la partie art et la partie recevoir, amis, etc., art de vivre, et lui m'a apporté tous les bienfaits de la nature. Et donc on se faisait des vacances, en particulier dans la nature avec nos enfants, où en vieillissant, je trouvais que les toilettes sèches et les tentes, c'était sympa, mais qu'au bout de 2 jours, j'étais un peu fatiguée. Donc avec un luxe qui était plus adapté à une personne de 50 ans. C'est né comme ça au départ. Du coup, je suis allée regarder ce qu'on pouvait faire architecturalement. Euh, je suis allée visiter des pays parce qu'évidemment, on a envie de faire des lodges à l'africaine, vraiment en immersion totale, mais avec les climats européens, c'est compliqué. Donc, du coup, je suis allée voir dans des pays beaucoup plus au nord de l'Europe ou beaucoup plus au sud, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où sont des, des populations qui adorent la nature, mais qui ont des climats beaucoup plus rudes que l'Afrique et beaucoup plus humides en particulier, et donc qui ont souvent construit des lodges ou des grandes maisons qui laissent entrer la nature euh, tout en offrant un confort, en tout cas calorifère, intéressant. Mais on est d'accord que vous aviez aucune expérience dans l'accueil et vous avez corrigé le mot tout à l'heure, mais l'hôtellerie. Alors non, j'avais effectivement dans le métier de l'hôtellerie aucune expérience. J'avais une certaine expérience dans le recevoir et l'hospitalité, parce que quand je travaillais dans l'art, j'ai organisé pas mal de soirées, et puis de nature, j'ai toujours aimé faire des fêtes et recevoir. En revanche, le fait, je pense, de ne pas avoir d'antériorité dans l'hôtellerie m'a aidé
à faire ce projet un peu atypique parce que j'avais pas de repères, j'avais pas de réflexe d'hôtelier, j'avais évidemment un business plan en tête, mais j'avais pas d'index, etc. Donc je me suis vraiment fait plaisir et j'ai vraiment fait l'hôtel que je rêvais de trouver quelque part dans la nature et que je trouvais pas. Alors que je pense que si j'étais partie d'un projet vraiment hôtelier, j'aurais pas osé faire et prendre les risques que j'ai pris au démarrage. Après, évidemment, une fois le projet architectural et le concept fini, je me suis entouré de professionnels de l'hôtellerie pour ce qui concerne toute la partie commerciale, réservation, etc. Vous me faites penser à une citation de Mark Twain, il me semble. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, quelque chose comme ça. On est un peu là-dedans, c'est qu'à trop rationaliser un projet, ça peut paralyser son lancement. Oui, oui, c'est sûr que tout le monde nous a dit, parce que j'ai construit ce projet avec mon mari, qu'on était fous. En plus, le Covid étant passé par là, c'était assez inquiétant. Enfin, le Covid arrivant, et nous on était en plein travaux, mais ouais, rien n'est jamais impossible et il faut être un peu teigneux aujourd'hui pour aller au bout de ses rêves, quoi. Il faut y croire en tout cas. Et quel conseil vous donneriez à des gens, à nos auditeurs, auditrices, pour concrétiser un projet hors de notre expérience passée? Je suppose qu'il a fallu des fonds, par exemple, convaincre des gens, des banques peut-être de vous accompagner. Euh, Comment vous avez réussi ce tour de force? Alors malheureusement, le conseil que j'ai sur la réussite avec les banques, il va être nul puisque j'ai moi-même pas réussi. Puisque la difficulté aujourd'hui, c'est que quand on crée quelque chose de nouveau sur un marché, on n'a évidemment pas de référence. Moi, j'avais en plus pas d'historique métier, donc j'ai pas été très brillante dans mes échanges avec les banques. J'ai heureusement trouvé des partenaires financiers dans le secteur privé. Après, ça s'est un peu arrangé puisque comme l'hôtel a ouvert et que ça fonctionnait pas plus mal que ça, même plutôt bien, on a pu avoir des échanges normaux avec des banques. Mais oui, le projet, le conseil que je donnerais globalement, c'est que l'expérience, quand on est entrepreneur, bon, évidemment, il faut être convaincu soi-même de l'idée qu'on a. Et puis après, il faut aller au bout et ça marche pas à tous les coups. Et ça marchera jamais à tous les coups. Donc la vie d'un entrepreneur, c'est d'avoir des idées, de les mettre en œuvre. Et puis des fois ça marche pas, il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, de rebondir. Et je crois que c'est vraiment une mentalité de se dire, bon, alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut vraiment croire en son projet et essayer toutes les possibilités qui s'offrent. Et quand une voie marche pas, essayer le plan B, le plan C. Et puis bon, peut-être qu'il y a un moment où au plan F, il n'y a rien qui marche, se dire que c'était peut-être pas la bonne idée, quoi. Mais il faut pas croire que c'est facile. Et je pense que le fait de soi-même être convaincu euh, de la justesse du projet aide à être crédible vis-à-vis des interlocuteurs, quels qu'ils soient. Et est-ce que vous diriez que avoir entrepris un projet justement avec votre conjoint, bon, je suppose évidemment que ça a été une force, mais comment vous avez fait pour que ça ne reste qu'une force et que ce ne soit pas non plus un poids, parce qu'on sait qu'entreprendre avec des gens que l'on connaît, a fortiori qui nous sont chers, ça peut gréver la dynamique ou de temps en temps être contre-productif. Alors c'est effectivement une bonne question et c'est une question qu'on s'est énormément posée avant de se lancer. Alors mon mari c'est un entrepreneur dans l'âme et c'est un homme de projet qui aime lancer des projets et ensuite déléguer la gestion. Euh,
moi, j'avais conscience que si je prenais la délégation de la gestion, ça a été très chronophage parce que l'hospitalité, ce sont des horaires et des temps longs qui se répètent. C'est un métier assez difficile où on a besoin d'être généreux en permanence. Donc on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on se rend bien compte des conséquences que peut avoir ce projet sur notre vie de couple. Mais on a décidé de le faire quand même pour la bonne raison qu'on est assez complémentaires et que c'est une force de savoir quand on a atteint ses limites personnelles ou son domaine de compétence de pouvoir s'appuyer sur l'autre. Donc en termes de métier, on s'entend plutôt bien et on a peu d'échanges où on a des avis contradictoires. La vision, on l'a partagée totalement. Après, là où c'est probablement plus dur, c'est quand un des deux n'a que, enfin, pardon, quand les deux n'ont que ça. Je pense que notre couple, il tient par le fait que mon mari, il n'est pas 100% dans l'hôtel. Il était beaucoup présent au départ, mais une fois que ça a été ouvert, il y est beaucoup moins. Il s'occupe principalement de l'aspect financier. Euh, et moi, je m'occupe que de ça, alors que lui, il a d'autres projets à côté. Donc, ce qui fait qu'on a une vraie vie de couple et de famille riche d'autre chose que, que ce projet qu'on a en commun. Et, et voilà, donc c'est vrai que si on doit donner un conseil à un couple, c'est travailler en couple, c'est très compliqué. Oui, et finalement, le fondement de comment dire, de l'efficacité, ça a été cette complémentarité entre vous, j'ai l'impression. Oui, je crois qu'en fait, la complémentarité, c'est quelque chose qui nous caractérise dans plein de domaines et qui fait la force de notre couple dans la vie de tous les jours. Pour vous raconter l'histoire, on a un couple recomposé puisqu'on était chacun parents de trois enfants dans chacun nos vies de famille. Quand on s'est rencontrés, on a eu un coup de foudre. On a tous les deux divorcé avec nos trois enfants de deux côtés, qui étaient très différents et élevés de façon très différente. Et on a reconstruit cette tribu, puisque six enfants, ça commence à être une tribu, en ayant comme axiome de base que c'était dans la nature qu'il fallait qu'on les fasse grandir ensemble, parce que la nature, c'était un moyen qu'ils soient entièrement eux-mêmes et livrés que à eux-mêmes. Donc on a passé toutes nos vacances dans la nature avec nos enfants. Et, et j'ai un peu dérivé, mais c'est pas grave. Je prends par exemple dans la vie de famille, la cuisine. Moi, je suis super bonne pour faire des salades, des desserts et en particulier des poissons. Mon mari, il est bon pour faire de la viande, des grillades, des volailles, de la rôtisserie et des desserts. Voilà, donc on s'entend bien pour ça parce que chacun respecte le savoir-faire de l'autre, que sur les fondamentaux, on partage des valeurs profondes. Et voilà, et au milieu, bon, pour finir l'histoire, on a eu un enfant en commun, donc ça a équilibré notre trimaran et donc on prend la barre chacun son tour. Magnifique. Et vous parliez de ce séjour avec vos enfants en pleine nature, donc vous êtes fondu dans la nature, de ce que je comprends, et je fais un peu la transition sur votre concept. Vous avez en quelque sorte fondu le luxe dans la nature, et ça va un peu à contre-courant, même si on le voit hein, de plus en plus, mais du luxe et du confort en règle générale, on impose à la nature, mais on ne va pas forcément adapter euh, ces standards à l'environnement, vous voyez. Alors que vous, bon, évidemment, je mettrai des photos en ligne, euh, ça va parfaitement se marier, se fondre dans le décor. Comment vous vous y êtes pris? D'abord, il faut aimer et respecter la nature, donc on a essayé de couper le moins d'arbres possible. On n'a pas mis les cabanes trop haut pour qu'elles soient vraiment au niveau des houppiers. Et j'ai essayé de m'inspirer euh, de la culture japonaise
où, en fait, en France, alors c'est assez marrant parce que dans la région, je suis vraiment considérée comme le contre-pied des châteaux, parce que tous les hôtels de Touraine sont plutôt des châteaux-hôtels ou des relais châteaux. Et dans l'histoire européenne, plus on est cultivé, plus on monte dans la bourgeoisie, dans la noblesse, plus on avait des châteaux avec des perrons, des marches, des volets, des potiches, etc. Et donc on faisait vraiment un grand distinguo entre l'habitat et la nature. Et donc moi je suis plus partie sur un concept à la Jonquière qui est extrêmement ténu entre le jardin qui est la forêt et l'habitat. Et c'est ce qu'on voit dans la culture japonaise. Plus on monte dans la société, plus cette frontière est ténue. Et le jardin, dans toutes les maisons japonaises, est une pièce à part entière, et même dans une toute petite maison, il y a un petit morceau qui est accordé au jardin, et on passe énormément de temps à regarder le jardin. Donc le luxe ici, je pense que c'est un nouveau luxe qui n'est pas lié aux dorures, euh, aux matériaux nobles autres que du bois, mais plus lié justement à cette osmose et cet échange libre, juste et respectueux entre l'homme et son environnement. Oui, d'ailleurs, en architecture japonaise, il me semble que ça a un terme, ce jardin dans la continuité. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'hôtellerie éco-responsable quasiment? Alors on est relativement éco-responsable dans la mesure où on est quand même très proche de la nature, on gère les déchets, on a un potager en permaculture, euh, on récupère l'eau de pluie, on essaye d'utiliser, de polluer le minimum, mais on n'est pas totalement autonome puisque, par exemple, j'ai pensé à mettre de l'énergie avec des panneaux solaires, mais là où j'étais, c'était impossible qu'il y ait trop de feuilles dans les arbres et que ça coupait les circuits. Donc j'aurais pu le faire en faisant un énorme champ de panneaux solaires plus loin, mais ça supposait de faire des travaux dans la forêt, de passer des énormes câbles, des tuyaux pour récupérer. Donc j'irai pas au bout de l'éco-responsabilité et je resterai avec l'électricité de la ville. En revanche, pour par exemple on a fait un circuit qui est relié, qui passe en dessous de tous les lodges et qui est relié à une station d'épuration bio où sont des bactéries qui réceptionnent les eaux usées et font le tri et en font ressortir de l'eau totalement purifiée qui repart dans la forêt propre. Et tous les 6 ou 8 mois, on nettoie la station. Donc on fait le maximum pour être éco-responsable, mais on n'est pas totalement hors circuit, quoi. Ce qui est intéressant et ce que soulignent vos propos, c'est que finalement, à partir du moment où on a un minimum de confort, bon, là on est plus que sur le minimum de confort, mais quoi qu'il en soit, on a forcément un impact sur notre environnement et ça met en lumière ben, l'hypocrisie qui est intellectuelle mais aussi pragmatique de vouloir être sur un zéro impact. C'est strictement impossible. Donc limiter l'impact, c'est plutôt ça l'enjeu, j'ai l'impression. Ah oui, limiter l'impact, alors j'ai l'impression quand même, ça devient, ça commence à s'universaliser et que la jeune génération en dessous de nous a vraiment conscience de ça et je mets beaucoup d'espoir sur eux. Après, par rapport à mon métier, ma clientèle et ce qu'on a cherché à offrir comme concept, c'est vrai que le confort est quand même nécessaire. Et j'ai fait des tests intéressants, par exemple, nous on a dans les chambres des amenities de la marque Le Labo qui sont dans des petits flacons en plastique, même si le plastique est recyclé, ça reste du plastique. Et donc j'ai tenté d'aller vers du sec,
et d'offrir à mes clients le savon, le shampoing, le conditionneur et le lait pour le corps d'une marque qui se lançait, qui était très haut de gamme et qui avait des bonnes senteurs sous forme de sec. Et ça avait un coût d'abord beaucoup plus important, mais peu importe. Et j'ai fait le test pendant un mois, j'ai mis 100 chambres. Est-ce que vous préférez cette senteur? Est-ce que vous préférez cette texture? Etc. Donc sur tout le côté éco-responsable, évidemment, les gens préféraient le sec. Et à la fin, ma dernière question, c'était en synthèse, si vous revenez à l'hôtel, est-ce que vous préfériez avoir des amenities de Le Labo ou des amenities secs? Et la réponse, c'était évidemment le contraire de ce qu'ils avaient déclaré. C'était Le Labo parce que ça sent bon et je peux les emmener à la maison plus facilement. Voilà. Oui, bah, c'est toute la Donc contradiction, tout est hein. dit. Oui, oui, mais c'est intéressant de l'avoir vraiment mesuré concrètement, quoi. Voilà. Et- Après, il faudrait que pardon. je refasse le test dans un an. Peut-être que les mentalités auront changé, mais aujourd'hui, il y a toute une frange de population qui est prête à faire de gros efforts, mais pas tout, quoi. Oui, et c'est vrai qu'on est sur un niveau de prestation et de standard supérieur, on est peut-être moins enclin à faire ce type d'effort, justement. Voilà. Et à l'inverse, j'ai par exemple une cliente qui m'a dit que ce serait bien, parce que nous, on trie les déchets, évidemment, et tous les déchets végétaux, on les réutilise soit dans le restaurant, soit dans le potager. Donc nous on trie les poubelles, et y compris les poubelles des lodges. Et donc j'ai une cliente qui m'a dit ce serait bien de faire la même chose, mais qu'on ait chacun notre petit compost dans le lodge. Donc je trouvais que l'idée était très belle, sauf que la limite c'est que si on fait ça dans un lodge, il va y avoir des tonnes d'insectes qui vont venir dans les lodges parce qu'il y aura le compost dans le lodge et que donc les clients vont hurler en disant est-ce qu'on peut avoir des produits insecticides parce qu'on est envahi de fourmis et de mouches, quoi. Donc là j'ai dit à la dame c'est une belle idée mais ça va pas être possible. Oui, oui, ça me semble compliqué. Et est-ce que vous pensez que justement, enfin, ça fait un peu écho à certains retours que vous avez eus, que la conscience environnementale des clients joue dans leur choix de destination désormais? De manière générale, je suis assez convaincue que oui. Euh, alors après, je pense que c'est couplé avec deux choses. C'est couplé avec l'effet Covid, enfin l'effet confinement qui fait que beaucoup de gens ont redécouvert qu'il y avait des paradis perdus à deux pas de chez eux. C'est aussi, je pense, que, entre guillemets, ce qui se passe avec l'Ukraine et le prix de l'énergie va aider à ça parce que plus de gens se disent que voyager loin en voiture ça coûte cher. Donc on va être de plus en plus Enfin, je pense que ça aide cette tendance à être à la recherche d'endroits éco-responsables et à limiter ses empreintes carbone. Et de la même manière que chez les employés, euh, être dans un environnement éco-responsable concerné par la protection de la planète, ça fait partie des critères de choix des personnes qui viennent travailler à l'hôtel. C'est clairement une motivation qui est quasiment aussi importante que les jours de repos ou le salaire, quoi. Oui, alors ça c'est super intéressant. J'avais fait un podcast avec une personne qui communique beaucoup sur la restauration, qui a un compte Instagram qui visite pas mal de restaurants. Et on était d'accord pour dire que les métiers de salle en restauration manquaient de valorisation et que c'était peut-être plus des métiers alors de conviction, je ne sais pas si c'est le mot, mais de carrière comme il était fait avant. Et c'était peut-être le cas aussi en hôtellerie ou en tout cas en règle générale, et peut-être que remettre du sens dans tout ça attire aussi de nouvelles vocations finalement. Mais ça, alors chez moi, c'est très tangible. Euh, donc notre restaurant, c'est Gaëtan Évrard qui est un chef étoilé d'un restaurant à côté, à 15 km, qui est venu prendre ce restaurant en plus parce qu'il y avait ce potager et la forêt. Donc son but c'est de faire rentrer la forêt et le potager bio dans l'assiette. Et précisément, toutes les personnes en salle qui travaillent à l'hôtel, c'est ce qu'ils aiment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour entre guillemets passer des plats.
ou servir des verres de vin, ils sont là pour comprendre d'où ça vient. Donc à chaque fois que le chef fait sa carte, il les amène dans le potager, il leur montre s'il utilise des baies de cassis, s'il utilise un radis particulier, il leur montre dans la terre. Et puis après, il leur explique comment il utilise, par exemple, je reprends l'exemple du cassissier, il utilise à la fois la tige, à la fois la feuille, à la fois la fleur, à la fois le fruit évidemment. Et quand il a un nouveau plat à sa carte du restaurant gastronomique, il passe beaucoup de temps à expliquer aux serveurs ce pourquoi il a fait ça et comment, pour que eux puissent en d'heure, comme de plus en plus. Et après, ça va jusqu'au tri des déchets, regarder ce qu'on en fait. Donc nous, par exemple, on récupère toutes les épluchures de légumes pour en faire un bouillon qu'on sert chaud ou froid avec des herbes ou des épices comme un accueil au restaurant pour éveiller les papilles. Donc c'est vraiment, ils sont concernés par ce qu'ils ont et ils ont une conscience euh, de l'importance du bien manger pour les clients. Et donc oui, clairement, je pense que entre un restaurateur qui offrirait un plus gros salaire et un restaurateur qui offrirait moins de salaire, mais plus de formation sur la- la- l'origine des produits et la façon de les cuisiner, aujourd'hui, c'est ce qui les intéresserait le plus, les jeunes. Ça me permet de faire le lien avec une autre question. Vous disiez, ils font visiter aux clients, ils leur expliquent certaines choses. J'ai l'impression que on est passé de consommateur à consomme-acteur, si je voulais faire un petit jeu de mots, dans une recherche en fait d'expérience plutôt que de prestation. On s'implique quasiment, en tout cas sur ce modèle de service, on s'implique dans ce qu'on est en train de vivre dans le lieu. En tant que client, vous confirmez, enfin, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vos clients? Ah oui, je confirme totalement. Donc, bon, évidemment, il y a une demande d'une certaine qualité de service dans mon établissement en particulier, parce qu'il est quand même assez haut de gamme. Mais en revanche, même sur cette clientèle, il y a une demande effectivement d'être acteur. Euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent on aimerait bien pouvoir aller ramasser des choses dans le potager, avoir un cours de cuisine, euh, des groupes qui me demandent de pouvoir fabriquer des choses à partir d'objets qu'ils trouvent dans la forêt, d'avoir des ateliers de mise en bouteille, d'aller faire des vendanges, plus que d'aller déguster dans des caves. Donc oui, je pense que c'est une vraie tendance de fond et que ça illustre bien le besoin global euh, de base qui est qu'en fait aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, en particulier en ville, fait qu'on surdéveloppe la vue parce qu'on regarde les écrans, parce que dans la rue il faut faire attention, parce qu'il y a des vélos, des trottinettes, etc. Qu'on est toute la journée sur des écrans d'ordinateur, de télé, de téléphone, et que redécouvrir le plaisir de toucher, de couper, de sentir, de caresser, euh, ça redonne vie à son corps et ça fait un bien fou à l'esprit. Donc toute cette tendance de consommateur, je pense que c'est un besoin de retrouver les fonctions initiales du corps humain qui avait cinq sens, plus même, mais en tout cas pas un ou deux, quoi. Et moi j'apprends aux gens à regarder plutôt qu'à voir. Je leur demande de se concentrer pour écouter et pas entendre, voilà, pour sentir et ressentir. Et ce sont des choses qui euh, se travaillent par des petits gestes de tous les jours. C'est des notions qui m'intéressent beaucoup. Pour tout vous dire, j'en ai discuté avec Rami Mekdashi dans un autre podcast vers lequel je renvoie nos auditeurs, où effectivement, mobiliser ses sens, c'est se reconcentrer sur l'instant présent. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette immersion, quand on vient dans vos lodges,
fait autant de bien au corps et à l'esprit de vos clients en fin de compte. Ah oui, c'est la base du succès, je crois, de mon établissement, c'est que par une somme de petites choses qui paraissent anodines, on aide les clients à lâcher leur mental et effectivement à vivre l'instant présent en vivant au rythme de la nature, en vivant dans la nature. Ce sont des choses bêtes, mais par exemple de marcher pieds nus pour sentir la différence entre une herbe qui vient d'avoir de la rosée et qui est à l'ombre et une herbe qui a été aussi qui a eu de la rosée mais qui est au soleil, on s'en rend compte avec ses pieds. Marcher sur du bois, marcher sur de la terre, marcher sur de la mousse, pieds nus, ça fait un bien fou. En fait, nos pauvres pieds, ils sont enfermés dans des chaussures tout le temps et on oublie qu'on a des tonnes de capteurs sous les pieds. Donc toutes ces petites choses font qu'on redécouvre le plaisir d'avoir un corps, d'avoir des sens. À table, c'est pareil, on a au-delà des papilles qui donne une notion de l'espace dans une bouche qui est différente que dans une main. Et de faire prendre conscience de tout ça, ça aide à se sentir bien et à retrouver son alignement, sa verticalité, sa justesse, sa raison d'être, qui fait qu'au départ, nous sommes juste des animaux qui sommes dans la nature et on fait partie de la nature, mais on l'a un peu oublié en fait. Et est-ce que vous pensez que l'isolement, donc là, volontaire, est une nécessité pour chacun et chacune d'entre nous que nous avons oublié? Parce que quand je vois le cadre de vos lodges, ça fait penser à une retraite en fait, certes confortable, mais à une forme de retraite où on pourrait quasiment méditer, faire de l'introspection. Alors ce qui est très amusant, c'est que c'est écrit évidemment partout, mais c'est pas la raison du tout pour laquelle les gens viennent, mais on n'a pas de wifi dans les lodges et on n'a surtout pas de télé. Et en fait, ça pose de problème à personne, mais il y a des clients quand ils partent, je leur dis, je rigole avec, je dis, ça vous a pas gêné de pas avoir de télé, puisque votre grande vitre sur la nature, c'est une télé géante avec un spectacle inédit toutes les minutes et 24 heures sur 24. Il y a des clients qui me disent, ah mais oui, il n'y a pas de télé dans... Ah bah oui, j'avais pas remarqué. Super. Et je trouve que c'est super intéressant comme remarque parce que par exemple, aujourd'hui, il y a des mutations à faire dans le milieu de l'hôtellerie, parce que pour avoir un 4 étoiles ou un 5 étoiles, aujourd'hui, il faut encore avoir des télés, avoir un certain nombre de chambres qui ont des baignoires, il faut avoir de la clim. Alors ça, c'est pareil, moi, j'ai pas de clim dans les lodges parce que d'aller cracher de l'air chaud dans une forêt qui a déjà chaud. Il suffit d'ouvrir les fenêtres et les arbres font retomber les degrés assez vite. Et puis voilà, donc les clients se rendent pas compte de ça vraiment non plus, sauf une semaine par an quand il fait vraiment 35. Mais tout ce confort qui, quand on pense réserver un hôtel de luxe, l'avoir, en fait, ils l'ont pas, mais ils se rendent pas compte. Donc c'est la preuve qu'ils vivent quelque chose de beaucoup plus intense que de regarder les informations en boucle ou leur téléphone et les réseaux sociaux, ils s'en passent très très bien, ils s'en rendent même pas compte. Oui, et surtout, n'ayant pas en fait tout ce qui occupe l'esprit et bien souvent, notamment le week-end, hein, quand on part en escapade et donc du coup réserver un hôtel, c'est des choses peut-être un peu superficielles, mais en fait ça nous détourne de notre environnement, que ce soit De l'essentiel. ouais, là en l'occurrence les sons de la forêt, peut-être être plus concentré à table sur ce que vous allez servir aux invités plutôt que d'être là sur son téléphone à tout photographier, tout filmer, ou dans les chambres, voilà, profiter du beau paysage et des sons, je l'ai déjà dit, de l'environnement. Ah oui, je pense que ça dépollue l'esprit, ça ramène à l'essentiel. Et la nature, c'est vraiment un spectacle. Quand on prend le temps de la regarder, vous vous mettez dans votre lit devant la fenêtre
et tout d'un coup, vous découvrez que bah, dans le tronc en face de la fenêtre, vous aviez pas vu, mais en fait, il y a un oiseau qui est rentré dans un nid, et puis qu'en fait, il amène à manger à des petits, et puis que les petits appellent la maman. Enfin bon, c'est des choses, quand on vit normalement, on le voit pas. Je Oui, on prends souvent s'émerveille plus. l'exemple je fais un parallèle entre la sylvothérapie, la sylvothérapie qui est donc les fameux bains de forêt qui commencent à pas mal se répandre, qui consiste grosso modo à marcher dans la forêt en faisant un certain nombre d'exercices et un certain rythme, qui est un rythme lent, donc c'est absolument pas du sport, et ça se rapproche plutôt de la méditation, de la sophrologie, etc. Et je dis, quand on fait un jogging dans une forêt, oui, on est dans la forêt pareil, on peut se dire on fait un jogging, on est en général avec des écouteurs, donc on n'écoute rien, on est concentré sur sa performance, on regarde sa montre pour voir si on court assez vite, pas trop vite, si son cœur bat bien, etc. Quand on fait de la sylvothérapie et qu'on marche lentement, bah du coup, le but c'est précisément de sentir le vent, de sentir ses pieds, de sentir une senteur d'un arbre. On va passer à côté d'un chèvrefeuille en fleurs, on va le sentir. On va écouter le bruit des feuilles qui craquent en automne sous les pieds. On va sentir le champignon. Toutes ces choses-là, tous ces sens-là, quand on fait du jogging, on les ferme en fait. On s'en rend pas vraiment compte. Et donc je dis c'est vraiment deux activités parallèles, ce qui n'empêche pas que mes clients ils vont faire du jogging et qu'ils vont courir dans la forêt parce que c'est un exercice physique, mais c'est pas un exercice mental et sensoriel. Oui, et en fait, faut quasiment s'ennuyer quelque part parce que c'est lorsqu'on s'ennuie qu'on commence à chercher un peu des occupations et c'est là où on est plus attentif à ce qui se passe autour. Ouais, tout à fait. Moi je me souviens quand j'étais petite, quand je disais à ma grand-mère que je m'ennuyais, elle me disait bah, ennuie-toi, au moins comme ça tu vas découvrir quelque chose et tu mourras moins bête. Euh, Je pense que c'est la même chose pour les adultes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du vide, il ne faut pas avoir peur du rien. Euh, Quand les clients, avant de réserver, nous demandent qu'est-ce que je peux faire comme activité, est-ce que je peux faire de la montgolfière, du canoë, aller visiter un château, etc. Donc je leur conseille un certain nombre d'activités et je leur dis toujours, n'en faites pas trop, n'en programmez en tout cas pas trop à l'avance, parce que ne rien faire, ou en tout cas ne faire rien, c'est une véritable activité en soi à Loire Valley Lodge, et vous vous en rendez compte une fois sur place, où vous direz que ne rien faire, c'est une grosse partie de ce que vous avez envie de faire. C'est bien résumé. Et est-ce que vous pourriez nous parler, alors vous parliez de sylvothérapie, mais peut-être parler à nos auditeurs du bain de forêt ou ce qu'appellent les Japonais le Shinrin-yoku et peut-être en énoncer les bénéfices, ce que peuvent vous en dire vos clients. Donc effectivement, le bain de forêt, ça vient du Japon et du Shirin-yoku. Les Japonais ont découvert et réalisé que le fait de s'immerger dans des forêts, parce qu'au Japon, il y a énormément de forêts, euh, il y a des mégalopoles et il y a énormément de forêts, ça avait un nombre de bienfaits mesurés sur l'organisme, notamment ça fait baisser le taux d'hormones de stress, ça libère la créativité, euh, ça fait sécréter des hormones qui peuvent aider à lutter contre un certain nombre de choses. Donc ils ont plus ou moins démontré que c'était presque une médecine douce. Alors on va pas dire que faire de la sylvothérapie ou des câlins aux arbres, ça peut soigner un cancer, mais en tout cas, ça peut aider à se sentir mieux dans son corps et avoir un corps qui répond mieux aux sollicitations néfastes extérieures. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à aider les personnes à se recentrer sur elles-mêmes et sur le ici et maintenant. Ce que vous disiez tout à l'heure. Donc si on résume la sylvothérapie à faire un câlin à un arbre, ça veut dire que dans Paris, vous arrêtez place des Invalides, vous enlacez un platane et vous êtes reparti. Ça a été une vulgarisation contre laquelle je lutte pas mal. La sylvothérapie, pour qu'un bain de forêt fonctionne, il faut, faut être immergé dans la forêt pour au moins 2 ou 3 heures.
Donc c'est pas du tout physique puisque ce sont des marches lentes, des marches ou des exercices ou des pauses. Alors dans la série des choses que par exemple moi j'aime bien faire comme exercice, c'est de reconnaître un arbre à l'aveugle. Donc pour illustrer, si on va dans la forêt, je vous demande de regarder un arbre, d'identifier un arbre, de choisir un arbre, de le regarder, ou les feuilles, enfin peu importe, et vous allez avoir l'impression d'avoir photographié cet arbre. Et je vous fais marcher pendant, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de minutes, et je vous ramène devant l'endroit où il y avait tous les troncs au départ dans lequel vous en avez choisi un. 80, 70, 80% des gens vont le reconnaître, mais il y en a quand même certains qui sont en échec. Parce qu'en fait, ils ont pensé que parce qu'ils l'avaient vu, ils allaient le reconnaître. Mais on est tellement habitué à penser que quand on voit, on regarde, qu'il y en a qui se trompent. Je fais le même exercice où j'amène des clients dans un endroit où il y a pas mal de troncs. Je leur bande les yeux et je leur fais identifier le tronc avec leur autre sens, donc en sentant son odeur, en essayant de voir la taille, en l'enlaçant, en caressant l'écorce, en cherchant des petits détails, etc. Donc comme les gens ne voient pas, ils se concentrent sur leurs autres sens. Je les ramène au point de départ, j'enlève le bandeau, on marche pendant un quart d'heure, je les ramène près du tronc qu'ils ont identifié sans le voir, et là en le regardant, parce qu'ils ont fait attention à ce qu'ils faisaient, donc ils savent qu'il y a une petite branche qui part à 1 mètre, qu'il y avait un peu de mousse à droite, etc. Et là, il y a 98% des gens qui retrouvent leur arbre. Donc, pour moi, la sylvothérapie, c'est ça, c'est d'aider les personnes qu'on accompagne à se reconnecter à leur sens, au présent et à ce qu'ils font ici et maintenant. Mais finalement, la majorité de vos clients, je suppose que c'est des citadins. Est-ce que vous diriez que, en tant que citadins, les gens sont des êtres humains quasiment hors sol, en fait, qu'ils sont déconnectés de leur environnement, de la Terre, enfin les seuls animaux déconnectés de la Terre? Ah oui, mais enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience d'une limite qui est en train d'être atteinte au niveau de la pollution globale qu'on subit en ville et du stress. Le niveau sonore, par exemple, c'est une agression permanente. Les clients, quand ils arrivent, écouter les oiseaux, ça leur procure un calme et une sérénité qui est incroyable. Euh, on se rend, enfin moi je me rends plus compte de l'évolution, mais quand je vais à Paris, je suis agressé à la terrasse des cafés, je peux plus rester dehors pour passer un coup de fil, j'ai toujours l'impression il y a un bombardement à côté entre les klaxons, les travaux, les voitures, les camions, les bus. Mais quand on vit en ville, on s'en rend pas compte, on le subit, on se protège. Et donc quand ils viennent ici, bah, ils se rendent compte que quand on a des choses douces à entendre et à écouter, c'est très agréable. Oui, il y a une autre vie que les klaxons. Bah oui, il y a une autre vie que les klaxons. Alors c'est plein de choses. C'est ce que vous disiez sur le fait de redevenir acteur, sur le fait, alors par exemple, le fait de vivre au rythme de la nature, qui est une expérience que je propose. J'explique que ici c'est ouvert toute l'année. Et l'hiver a un intérêt parce qu'il nous aide, par exemple, à prendre le rythme de l'animal. On est tous fatigués l'hiver, mais dans les villes, quelle que soit la saison, on ne peut pas se coucher avant 10h30, 11h, minuit, parce qu'il y a de la vie partout, il y a de la lumière, il y a du bruit, alors qu'en fait, en hiver, notre organisme, il a besoin de se reposer pour reprendre des forces, donc on a souvent sommeil vers 8h30, 9h, 9h30. Mais en ville, on n'arrive pas à se coucher. Ici, comme le soleil se couche à 5h30, 6h, quand arrive 8h30, 9h, bah, personne nous dit que c'est pas l'heure de Oui, dormir. c'est le Donc noir, on ouais. s'endort à l'heure où on a envie de s'endormir, de la même manière que l'été, on se réveille tôt. Oui, mais la pollution lumineuse et sonore fait que le citadin, il lutte le soir parce que donc du coup, il s'occupe.
Eh ben, ici, vous vivez au rythme de la nature, donc l'hiver, vous faites des grosses nuits de 10-12 heures, et puis l'été, bon, on en a beaucoup moins besoin, on a plus d'énergie. Au moment de la journée où il fait le plus chaud, bah, vous faites une petite sieste pour compenser, mais on vit beaucoup plus comme les animaux, et donc on a un rythme de vie qui est plus équilibré par rapport à nos besoins fondamentaux, qui sont de dormir, manger et boire, quoi. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander alors par rapport à ces thèmes ou autres? Peter Wollenbeck sur la vie secrète des arbres, qui est le livre qui a, qui a mis en lumière le fait que les arbres étaient des êtres vivants, et qu'ils avaient un pouvoir comme nous de communiquer, de grandir, de manger, de se protéger les uns et les autres. C'était un très très beau livre que je conseille à tout le monde. Après, il y a un livre que j'aime beaucoup, d'une jeune femme qui est réflexologue, enfin, oui, c'est ça, réflexologue, qui s'appelle Gwen Libouban, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme est un arbre qui marche, et qui explique, alors elle est moins sur la nature et les arbres, mais elle est plus sur l'être humain et notre fonctionnement et notre rapport avec l'environnement. J'ai adoré ce livre. Après, il y a un roman que je Powells, qui est un énorme pavé, mais qui parle aussi de la place de l'homme dans la nature, au travers d'une saga dans l'Amérique récente. Voilà. Bon, c'est déjà une Après, belle petite liste à je lire peux vous dans vos lodges, conseiller. ça. Alors, dans les lodges, il y a énormément de livres qui parlent de la nature, du rapport à la nature, des arbres. Donc, j'essaye d'en mettre partout à portée de main. Et puis, dans chaque lodge, il y a aussi des livres sur les artistes qui ont signé les lodges. J'ai mis dans tous les lodges le livre de Jean Giono sur l'homme qui plantait un arbre, qui plantait des arbres, pardon. Voilà, donc j'essaye que la thématique de l'arbre soit un peu partout. Euh, et puis j'ai mis aussi pas mal de livres d'illustrations, parce que bah, les citadins savent pas forcément reconnaître tous la C'est différence une bonne entre idée. un chêne, un charme. Non mais ça paraît idiot, mais c'est intéressant de partir avec des petits guides quand on marche dans la forêt et de se dire bah tiens c'est quoi? C'est un châtaignier, et donner deux trois tips comme ça pour reconnaître une feuille, une écorce, sans forcément voir le fruit. Donc voilà, et en fait ça intéresse énormément de gens. Et est-ce que vous auriez une citation à nous partager? Ah oui, il y en a une que j'aime bien, je ne sais pas de qui elle est au départ, ou si c'est Aurel, un artiste qui a fait beaucoup de choses ici, qui l'a écrite, mais je la trouve très très juste. C'est si dans la forêt tu rencontres deux fois le même arbre, c'est que tu t'es perdu. Ah ouais, top, je l'aime beaucoup, ouais. Est-ce que, avant le mot de la fin, enfin d'ailleurs, je vous laisse le mot de la fin par rapport à vos actualités ou si vous voulez promouvoir quelque chose ou aborder tout simplement un sujet avant de conclure. Bah, si je voulais promouvoir mon lieu, je dirais venez tenter l'expérience, qui est vraiment une expérience. Euh, Ayez la curiosité d'aller, ouais, vous perdre dans la forêt. C'est un moment qui peut paraître court, mais même quand on reste un seul jour ou 2 jours, on a l'impression d'avoir pris presque une semaine de vie. Après, si j'étais moins commercial et plus philosophique, je dirais qu'aujourd'hui, il faut savoir voir le bonheur où on peut le trouver, et essayer toujours de chercher le petit coin de lumière, même quand on est totalement dans l'ombre.
et je crois que le lieu fait un peu partie de ces petits coins de lumière qui font que ça peut éclairer parfois des moments de vie un peu difficiles où on ne sait plus où on est, où on se cherche, et qu'un séjour chez nous peut permettre de faire rentrer cette lumière dans la zone d'ombre dont on ne sait plus par où sortir. Merci beaucoup Anne-Caroline. Mais merci à vous et j'espère avoir le plaisir de vous recevoir bientôt au Avec cœur grand de la forêt. plaisir. Avec grand plaisir, je vous préviendrai. Et quant à vous, mes chers découvreurs, je vous souhaite de rester curieux et libres et à très bientôt.